De retour sur votre plateau, j'espère que vous êtes bien installés pour la dernière partie de cette émission qui sera consacrée évidemment à la thématique famille. On parlera donc de fratrie et qu'on soit l'aîné ou le cadet au sein d'une famille nucléaire ou recomposée. Tout enfant issu d'une fratrie en fait l'expérience. Les relations frères-sœurs aussi généralement entre fusion et rivalité. Pour en parler donc, bien évidemment, comme tous les mercredis, le docteur Assou Nguessan. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Soyez la bienvenue. Merci. On prendra langue avec vous dans quelques instants pour avoir réponse à toutes nos questions. Et puis, comme on le disait avant la pub, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions sur nos différents réseaux sociaux. C'est parti, on regarde les mots, on se retrouve juste après. Dictionnaire Larousse, la fratrie est un ensemble de frères et sœurs de la même famille, qu'ils soient l'aîné ou le cadet au sein d'une famille nucléaire ou récomposée. Tout enfant issu d'une fratrie en fait l'expérience. Les relations frères-sœurs qui oscillent généralement entre fusion et rivalité. Les relations frères et sœurs ne se vivent pas dans la belle harmonie qui évoque le thème de fraternité. Bien des adultes qui aujourd'hui aiment tendrement leurs frères et sœurs ont vécu avec eux dans leur enfance sur un pied de guerre. Je viens d'une famille de 4 frères, 2 sœurs. On a le même père, même mère. Voilà. On s'entend, mais on ne cause pas. Il n'y a pas de causerie profonde. Il y a le truc qui s'est passé dans la famille. Il y a eu des conflits. Donc ça fait que ça nous est séparés. Généralement, quand on se voit, ce sont des bonjours, bonsoir. On n'a rien d'autre à se dire. La relation avec moi et mes frères, ça va, mais c'est depuis on a pris de l'âge, ça a commencé à dégénérer. Il y a d'autres qui ont pris les chemins. Il y a d'autres on appelle des décrochent pas. Bon, ça fait que ça crée des palabres. Chacun de son coin. On essaie de toujours mettre la monnaie entre nous, mais quand on essaie de les appeler, ils ne décrochent pas. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit comme avant. Soit comme avant, quand on était petit, on soit comme avant, la monnaie qui réunit nous. Pour moi, la famille, c'est la famille. C'est tellement étant plus petit, j'ai pu connaître ce que c'est que la frustration. Mais en grandissant, j'ai compris qu'on reste unis. Par moments, des attitudes des parents ou des femmes pouvaient créer des frustrations. Mais aujourd'hui, je souhaiterais que les gens comprennent que peut-être un enfant hors foyer n'a pas demandé à naître hors foyer. Donc, par moment, qu'on ne voie pas l'erreur du père pour faire subir cela à un enfant. Parce que l'enfant n'a pas décidé de naître dans ces conditions. Malgré cet univers compliqué des frangins-frangines, la fusion s'invite bien souvent dans cette relation. Quand mon papa était là, en tout cas, apparemment, le vieux s'arrangeait à ce que voilà, il y ait une bonne entente entre la famille. Depuis que aussi le vieux a décidé, bon, il a toujours cette entente. C'est important d'avoir un frère et une soeur. Quand tu es seul dans la famille, tu es comme un bébé gâté souvent, tout ça là. Et quand tu as des frères, tu partages tes problèmes, tes lacunes, tout ça avec tes frères. S'ils ont des idées, mais ils peuvent même t'aider à pouvoir surmonter certains problèmes. En tout cas, dans ma famille, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. La preuve est que chaque dimanche, on organise un repas familial. Et là même, comme par hasard, je m'apprête à apporter un présent à mes petits frères pour qu'ils puissent manger. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Mais quand un conflit s'installe, est-ce ou non aux parents d'intervenir? Les conflits entre les enfants sont des choses qui sont naturelles. Quand il y a ce genre de conflits entre les enfants, il faut les régler calmement en fonction de l'âge des enfants, en fonction du comportement, du caractère des enfants. Le temps conduit certaines fratries du côté d'un amour apaisé, d'autres par contre s'enfoncent dans une rancœur mutuelle qui les conduit au mieux à l'indifférence, au pire à une grande violence. Les mythes Abel et Caïn, Romulus et Rémus montrent l'impossibilité parfois de supporter de n'être plus l'unique, d'être soi tant que l'autre existe. Quelle influence nos frères et sœurs ont-ils sur nous et sur la construction de notre identité? En quoi notre rang dans la fratrie peut-il impacter nos caractéristiques psychologiques et même physiques? Attention, quand les conflits viennent gangréner nos relations, comment trouver la bonne distance? Est-ce ou non aux parents d'intervenir? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce voyage dans l'univers compliqué des frangins et des frangines. Bonjour Madame Bernadette Assou Nguessan. Bonjour Marcelin. Comment vous allez? Très bien, merci. Le constat est là, clair. Oui, clair, mais quand vous dites la fin de la phrase, là, aussi compliqué, non, pas aussi compliqué que cela. Parfois. Parfois, bon, je le concède, mais pour dire que la notion de fratrie, comme on l'a définie, c'est donc un ensemble de personnes qui sont liées par le lien du sang, donc issues soit de la même mère et du même père en même temps, ou soit avoir un parent commun, soit le père, soit la mère. Et donc, de cette origine-là, naturellement, peuvent naître des rivalités.
parce que la mère n'est pas à moi seule, le père n'est pas à moi seul. Et nous avons aussi cette influence de toute la culture. Nous avons dit tantôt qu'il y a le fantasme où tout ce que nous imaginons, tout ce que nous souhaitons, déjà quand on attend un enfant dans la famille, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère, il y a ce que nous projetons de ce que nous voulons voir être notre enfant. Donc, nous pensons à un beau garçon, nous pensons à une belle petite fille et tout cela. Et cela a une influence de ce que nous pensons et ce que nous projetons sur la vie de nos enfants. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect culturel. Les premiers, les derniers, le même sexe successivement, le troisième du même sexe successivement, qu'on appelle généralement le Nguessan dans certaines ethnies. Ensuite, celui qui suit donc le Nguessan, le Ndri. Ensuite, il y a aussi le dixième enfant, le Brou. Et dans certaines cultures, le 10e enfant est même banni de la famille. Et donc, selon toutes ces informations qui accompagnent donc la naissance de l'enfant, il y a une certaine influence. Naturellement, son rang de naissance aussi a une importance. Donc, le premier va avoir certainement peut-être le privilège de ce que c'est l'enfant que nous avons désiré, c'est celui-là que nous avons eu. Donc, toute l'affection sera portée sur lui. Et quand les autres viennent, dans la mesure où nous avons la satisfaction d'avoir déjà ce que nous avons, on prend un peu plus, moins de temps à s'occuper du second ou des deuxièmes. Cela peut être complètement l'inverse. Ce n'est pas ce que nous attendons. Donc, quand celui que nous attendons arrive, ben, les premiers, on n'en fait rien. Donc, voilà autant de situations qui peuvent rejoindre le compliqué dont vous avez parlé, mais à la fin, ce sont des choses, quand elles sont bien comprises, nous facilitent donc l'éducation de nos enfants. Cela peut tenir également de la personnalité des enfants. Hein. Il y a des enfants, par exemple, on va avoir l'aîné qui est très studieux, qui est poli, obéissant, l'enfant, voilà, l'enfant parfait. Et puis, on a le second qui, peut-être par sa position de ce que vous venez d'expliquer, est un enfant un peu plus têtu, on dira, Oui, l'enfant pourri, gâté, voilà, à qui on passe tout. Non, même pas, qui n'est peut-être pas très porté sur les études, qui n'aime pas étudier, qui est tout le temps dehors en train de faire la fête avec ses amis également. Donc quand on fait la comparaison entre les deux enfants, bien évidemment, il y en a un à qui on va donner plus d'amour parce qu'il répond plus peut-être à nos aspirations. Oui, c'est l'erreur que nous faisons tous en tant que parents. Mais nous disons que les enfants qui viennent au monde partagent le même patrimoine. Ils prennent de la moitié, théoriquement, de la moitié du père, de la moitié de la mère. Ils partagent le même environnement, c'est-à-dire le sein de la mère. Et donc, cet enfant vient au monde avec autant de chances, autant de possibilités que tous les autres enfants. Donc, naturellement, le parent ou les parents devraient apporter la même attention, faire la même attention. Mais si on se rend compte qu'effectivement, les enfants sont tout à fait différents, tout dépend du patrimoine qu'ils ont pris auprès de leur père. Et puis, naturellement, une partie de leur propre personnalité en se développant dans l'environnement dans lequel ils ont baigné. Les jumeaux même, qui sont même monozygotes, c'est-à-dire c'est la même personne qui se ressemble parfaitement, on voit parfois des différences. Il y a la ressemblance physique, et puis il y a la ressemblance en termes de caractère, en termes de comportement. Donc, deux individus parfaitement égaux, c'est presque impossible, parce qu'il y aura toujours quelque chose pour les différencier. Pour dire que, en fait, c'est vrai que nous partageons le même environnement, c'est vrai que nous partageons donc le même patrimoine génétique et tout cela, mais dans l'éducation que nous recevons, il y a la façon de le recevoir, la sensibilité ou l'acceptation des normes qui sont mises en place par l'éducation des parents, nous ne le recevons pas de la même façon. De cette façon-là, vous allez voir deux enfants qui ont certainement de la part des parents la même affection, la même attention et tout cela, mais qui, dans la réception de l'éducation, des règles de l'éducation, ne le perçoivent pas de la même façon et donc leur caractère intervient effectivement.
Comme disait quelqu'un, les jumeaux ont beau se ressembler, porter les mêmes habits, mais quand ils dorment, ils font jamais les mêmes rêves. Absolument. Alors moi, je reviens sur un cas très important. Le fait que les enfants soient différents, au-delà, quelque part, c'est une richesse. Absolument. C'est une richesse également, Absolument. parce que certains parents prennent ça avec beaucoup de découragement. Oh, vraiment, non, cette uniformité-là ne peut pas exister. La différence de que ce soit l'aîné, que l'aîné soit une fille ou un garçon, vice-versa, il faut prendre ça comme une richesse, et c'est là où le rôle des parents, à la base, est hyper déterminant. En fait, le comportement de rivalité ou de parfaite fusion qui peut exister entre les enfants, c'est que l'influence des parents, c'est vrai que nous pensons de cette façon verticale. Les parents qui éduquent donc leurs enfants. Mais cette influence des parents, parfois, est moins importante pour les enfants que l'influence interne. Je veux dire que les enfants, entre eux-mêmes, s'influencent beaucoup plus que les parents d'influencer leurs enfants. Et donc, si les parents ne mènent pas bien cet ensemble, d'ailleurs, que disons-nous? Nous disons les parents et nous disons les enfants. Donc, ce sont deux entités dont l'intérieur est composé de plusieurs éléments. Quand nous disons les parents, c'est papa et maman. Et quand nous disons les enfants, c'est l'ensemble de tous les enfants qui sont là, qui peuvent avoir l'introduction de cousins ou de cousines, mais ce sont les enfants. Et d'abord, dans nos langues à nous, il n'y a pas de cousins. Ce sont des frères. Donc, la fratrie est bien plus large. Donc, l'influence qui va se développer dépend du nombre d'enfants qu'il y a. S'il n'y a que 2 enfants ou 3 enfants, mais les parents n'ont pas beaucoup à faire. Ils ont juste 3 individus. Ils ont juste 3 individus. Permettez que nous avancions. Donc, il n'y a que 3 individus. La charge affective à partager, c'est entre 3 personnes. Mais quand vous avez 10 enfants, déjà à s'occuper de 10 enfants demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissement. Et donc, l'attention qu'on aura apportée à chaque élément des 10 enfants est parfois moins importante que si nous n'avons que 3 enfants dont nous devons nous occuper. Et le ressenti des enfants est effectivement différent. On choisira donc de privilégier peut-être le plus petit, parce qu'on se dit il est le plus petit. Et parfois, malheureusement, on peut confier l'éducation du plus petit à l'aîné qui devient non pas le frère ou la sœur, mais malheureusement le père ou la mère de substitut. Et ça, ce sont des attitudes que, malheureusement, parents, nous adoptons, mais qui n'arrangent pas toujours la vie des enfants. L'autre chose, c'est que, naturellement, il y a cette opposition, parce qu'à un moment donné, nous l'avons dit tantôt, le complexe d'Édipe va s'installer dans le développement de tout enfant. La petite fille, je fais mourir ma mère, je prends mon père. Le petit garçon, je fais mourir mon père, je prends ma mère. Ça, c'est pour faire simple. Mais dans cette attitude-là, si nous restons cristallisés sur « j'ai tué mon père, j'ai ma mère pour moi », vous allez vous rendre compte que très vite, la rivalité va s'installer avec les autres enfants du même sexe. Parce que moi aussi, je tue le père et je m'approprie la mère. Alors, l'objet de la convoitise, l'objet de l'amour et de l'affection devient un objet qu'on ne veut pas partager. Et dans la fratrie, cela peut amener des conflits ouverts ou même larvés. Mais en grandissant, si on reste cristallisé sur cette étude mal réglée, cela peut engendrer des choses beaucoup plus compliquées en grandissant. Donc, vous nous expliquez que la construction même de l'individu est tributaire finalement du sexe de ses frères et sœurs. Absolument. Donc, un garçon qui va naître dans une fratrie où il n'y a que des garçons n'aura pas la même psychologie qu'un garçon, par exemple, qui va naître au milieu de filles, ou au milieu de filles et de garçons. Exactement, et inversement. Et vous allez le constater autour de vous. Vous allez vous rendre compte que si vous avez un seul garçon parmi un certain nombre de filles, le garçon aura tendance à faire comme ses grandes sœurs ou à faire comme ses petites sœurs. On vous rapporter les boucles d'oreilles, on va se cacher pour se maquiller, essayer leur robe, avoir des attitudes
être les amis, les premiers amis qu'a l'enfant, ce sont ceux avec qui ils sont dans son environnement immédiat, la famille, donc la fratrie. Après, ces amis vont se déporter vers ceux qu'on a à l'école, mais qu'on n'a pas tout le temps. Ceux qu'on a à la maison sont tous les jours avec nous. Et il y a lieu donc de s'organiser pour vivre dans cet environnement, trouver sa place et aller à la conquête soit de la mère, soit du père, soit nier tous les deux et former donc une bonne armée bien cohérente pour dire non à tout ce que diront les parents. Donc vous allez voir que dans une famille, les enfants s'entendent super bien contre les parents. Les enfants sont liés, ils s'entendent bien parce qu'ils ont trouvé l'élément qui fait leur force, qui les fédère. Et autour de cela, ils font la guerre donc à l'éducation que peuvent donner les parents. Oui, je ne suis pas trop d'accord avec certains points que vous avez soulevés. Quand vous dites que le nombre, par exemple, quand ils sont 5 ou 6, c'est plus facile par rapport à lorsque les enfants, lorsqu'on a 2, 3 enfants. Quand vous dites que c'est plus facile, c'est par rapport au nombre simplement ou bien c'est par rapport à la gestion du caractère? Non, ce n'est pas le caractère, ce n'est pas la gestion du caractère. Parce que le nombre, ce n'est pas parce qu'il y a énormément d'enfants. On peut avoir 10 enfants et les gérer entre guillemets bien, de façon vraiment homogène, alors que 3 enfants peuvent se comporter comme une tribu d'Indiens, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Quand nous disons qu'il s'agit, en termes de nombre, c'est l'investissement à apporter dans l'éducation de ces enfants. Il est évident que quand nous avons un nombre réduit d'enfants, nous avons beaucoup plus de temps à leur consacrer, nous avons plus de moyens à leur consacrer que quand ces mêmes moyens doivent être partagés par un grand nombre. D'accord? Si nous avons 5 enfants, cela demande d'investissement pour 5 personnes, mais quand nous en avons 10 et nous en avons 12, peut-être que des téléspectateurs vont dire 12 enfants, oui. Il y avait même des mamans qui allaient jusqu'à 15 enfants. Et quand on a 15 enfants, l'investissement, à un moment donné, on est épuisé dans l'éducation. On s'épuise parce que les grossesses peut-être ont été difficiles, parce que l'environnement, un certain nombre de choses sont intervenues. Et plus le nombre d'enfants augmente, moins on a de l'énergie pour faire l'éducation de ces enfants-là. Et donc, nous disons, le nombre intervient donc par rapport à l'effort que doivent fournir les parents pour leur éducation, non pas par rapport au caractère à gérer, non pas, voilà, ça n'a rien à voir. Effectivement, 2 enfants ou même un seul enfant peut vous mêler la vie très dur. Et alors que vous avez peut-être 5, 6, 7, 10 enfants qui sont tout à fait dociles, qui sont respectueux et qui sont dans leur bulle, qui ont trouvé nécessaire de se mettre ensemble, ils forment leur équipe, ils forment leur ensemble, ils ont leur code à l'intérieur. Et bon, tranquillement, les choses vont bien. Voilà. Est-ce que les puinés, on va dire, copient toujours le caractère de leurs aînés? Alors, quel est l'impact du caractère de l'aîné sur les cadets? Alors, si l'aîné est le modèle que je recherche, correspond à ce que je veux, à mes aspirations, c'est un bon modèle pour moi. Il a de l'influence parmi ses amis, au niveau de la maison, il a de la considération, alors j'ai intérêt à imiter ce qu'il est. Mais si, dans le cas contraire, c'est un frère ou une sœur à qui on fait tous les reproches à la maison, qui n'a pas d'amis, qui est un mauvais exemple, je n'ai aucune raison de vouloir faire comme lui, sauf si, dans mon fort intérieur, il y a un gain. Quel que soit le caractère que nous avons, il y a un gain. Quand nous décidons d'être, je dis décider, mais quand nous sommes dociles, il y a le gain que nous avons, l'attention, l'affection de tous les parents. Mais quand nous sommes rebelles aussi, il y a un gain de ce que on attire l'attention. Voilà, on attire l'attention, on passe pour le dur. Et donc, dans tous les comportements qu'un enfant peut adopter, il y a le gain de ce type de comportement. Nous disons que malheureusement, dans la fratrie, les parents peuvent se fixer sur le développement intellectuel ou sa facilité à apprendre à l'école, son bon résultat scolaire. Et par rapport à cela, on va privilégier cet enfant-là
Alors qu'il faut faire très attention. L'enfant qui est trop docile, qui est parfait, qu'on pense parfait, entre guillemets, qui n'a jamais d'excès de quoi que ce soit. Couver certaines choses. Couve, malheureusement, c'est généralement, très généralement, un pourcentage beaucoup plus élevé d'enfants qui sont en souffrance. Je ne dis pas que c'est systématique, mais parfois, il faut bien regarder dans cette bulle dans laquelle cet enfant se met pour apporter la satisfaction aux parents, pour dire, si les parents ne regardent qu'aux résultats scolaires, je m'arrange pour qu'ils ne regardent pas autre chose. Donc, je travaille bien, je leur apporte les bonnes notes, mais à côté de cela, j'ai toute la permission et toute la latitude dans le secret, de façon avec des amis ou même avec les autres frères ou même tout seul, faire un certain nombre de choses répréhensibles. Il faut que les parents aussi regardent de très près les enfants trop sages et trop dociles. C'est très très bien dit, ça, j'aime bien. Alors, nous avons un cas pratique. Hein. Oui. La gestion des enfants, c'est aussi dans des moments clés. Là, il y a la fête de Noël, la fête de fin d'année. Les enfants observent beaucoup et ils ont beaucoup l'œil comparatif. Quel cadeau il va donner à Cécile, quel cadeau il va donner à Yvan. Alors, est-ce que dans ce moment-là, le tact des parents, il faut avoir beaucoup de tact, un cas concret dans le cas de la fusion, pour ne pas être à la base d'une belligérance, pour préserver la fusion. Qu'est-ce que le parent fait? Comment il doit se comporter, par exemple, pour les cadeaux de Noël? Comment ça se passe? Pour les cadeaux... Dans une famille de 2 enfants, par exemple. Nous disons toujours que la meilleure stratégie, c'est de faire de vos enfants les amis. Il faut établir la communication, il faut être toujours en contact avec eux, pas se mettre en gendarme réquisiteur, mais un complice qui permet donc de voir les penchants de l'enfant. Toute l'année, la Noël précédente, nous avons offert un cadeau. Quelle a été sa réaction? On a observé, ensuite, après le cadeau, on en parle. Mais après, il faut prendre le temps de parler avec vos enfants. Il faut prendre le temps de parler à nos enfants, d'être complices, de nous intéresser à ce qu'ils aiment. Exemple. Et à ne pas juste dire, je leur donne donc à manger, je paye la scolarité. Non, ce n'est pas je fais. Ce n'est pas l'éducation d'un enfant, ce n'est pas droit et devoir, mais c'est une complicité. C'est ce qui fait que nous parlons d'éducation, qui veut dire que c'est tout un ensemble de choses que nous devons faire pour que cet enfant se sente bien et devienne demain une personne responsable que nous sommes dans la société. Très bien. Alors, Marco, on remarque dans les familles polygames, par exemple, malinquées, on va dire, pendant les fêtes de Ramadan, pour ne pas faire de jaloux, on habille tout le monde de la même façon. Toute la fratrie est habillée de la même façon, toute la fratrie reçoit les mêmes cadeaux, et puis tout le monde est content. Comme ça, on ne dit pas, il y a tel qui est privilégié. Nous pensons que tout le monde est content. Enfin, nous pensons que tout le monde est content, mais ce qui est bon pour mon frère n'est pas forcément bon pour moi. Tout à fait. Et nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, il faut tenir compte des centres d'intérêt réellement des enfants. C'est vrai que c'est plus facile de dire « je ne fais pas de frustration, donc je fais l'uniformité », mais il faut tenir compte de la spécificité des enfants, car même les jumeaux monozygotes sont différents et il faut les traiter comme des êtres individuels à part, qui ont leurs différences et qui ont fort heureusement des ressemblances sur lesquelles on peut jouer. Et c'est ça qui fera que 10 ans, 15 ans après la fraternité va devenir une arme, une amitié. Une arme, je vais dire, dans la vie de tous les jours, parce qu'on sait qu'on a une épaule, on a quelqu'un sur qui compter. Si les parents, bon, en guillemets, ne sont plus là, voilà, c'est tout ça qui construit une vraie fratrie. C'est cela. Donc, la fratrie, au lieu, j'ai entendu dans le reportage des personnes qui sont complètement séparées parce que le père n'est plus là, nous avons grandi, chacun fait son chemin. Effectivement, si dans la fratrie, c'était que des rivalités, les parents ont privilégié d'autres, ou en termes de caractère individuellement, on n'a pas aimé ceci, on n'a pas aimé cela, et tout cela, en grandissant naturellement, la vie nous aide à nous séparer. Donc, si nous n'avons pas construit notre fratrie, pendant que nous étions dans la même maison, pendant que nous étions ensemble, que nous pouvons partager les parents, un certain nombre de choses, l'environnement et tout cela, si nous n'avons pas pu le construire, la vie de tous les jours, surtout en ces temps, va nous séparer davantage. Donc nous gagnerons donc à construire notre fratrie. Le frère, ce n'est pas l'adversaire, mais c'est l'autre moi, mais qui est différent de moi et qui peut m'apporter.
Et la sœur aussi, c'est l'autre moi qui peut m'apporter un certain nombre de choses, qui peut être mon soutien, qui peut être mon miroir. Et ensemble, nous pouvons donc construire la vie. Ensemble, nous pouvons nous entraider. Et le problème de l'un doit être le problème de l'autre. Ainsi, avons-nous été éduqués par les parents il y a déjà bien longtemps. Les frères s'entendaient. Et pour renforcer tout cela, il y avait ces réunions familiales où on mettait tous ces enfants ensemble. On faisait manger les enfants ensemble dans la même assiette. Tout cela pour consolider donc les liens de fratrie. Manger ensemble. Si je mange avec vous, si je mange avec toi, j'ai partagé les mêmes choses avec toi, je n'ai pas de raison à ne pas t'aimer. Et donc, ce sont un certain nombre de choses que nous devons regarder et voir comment aider nos enfants à grandir et à devenir des responsables que nous sommes aujourd'hui. Ce sera le mot de fin. Merci à vous, Madame Bernadette Assou-Nguessan, avec un thème assez évocateur, vraiment de la famille, la fratrie. Donc, petite sœur Eva, voilà, que vous avez bien entendu, vous allez écouter ce que grand frère Marco dit maintenant, voilà, avec la grande sœur Kadi, dictatorialement parlant. Merci d'être resté en notre compagnie. Passez une très très bonne journée sur RTL. Ciao, ciao.